the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Mes consignés, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Le 24 novembre à 20h30, au cinéma Le Trianon, dans le cadre de la 11e édition du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, sera projeté un film qui s'intitule Dirty, Difficult, Dangerous, film libanais, réalisé par Wissam Sharaf. Et je remercie d'ailleurs Géraldine Kant, l'attachée de presse du festival, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Le cinéaste a accepté de venir en parler sur la chaîne. Merci beaucoup, Wissam Sharaf. Comment allez-vous? Nous allons bien, très bien, merci. Superbe. J'aime bien l'utilisation du nous allons bien. Je trouve ça intéressant. Surtout quand on fait un film, beaucoup de cinéastes disent nous au lieu de dire je quand ils parlent d'un film. C'est un peu votre cas, j'ai l'impression. C'est des équipes, le cinéma, c'est pas une personne, c'est pour ça. Moi et mon film allons bien. Voilà, exactement. Parlons du film d'ailleurs, on est là pour ça. Avant de commencer à aller dans l'intériorité même du film, j'aurais voulu savoir, par rapport au titre, Dirty, Difficult, Dangerous, quand est-ce que ce titre a été pour vous une évidence? Ça a été pendant mes recherches, en fait, ça date à peu près depuis le début de l'écriture de ce film, et je recherchais, j'étais en train de voir... de faire des recherches sur ces catégories de travailleurs au Liban, les gens qui font du travail un peu pas évident, les boulots que personne n'a envie de faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une catégorie qui s'appelait DDD, comme ça, Dirty, Difficult, Dangerous. C'est un acronyme qui vient d'abord du Japon et ensuite des États-Unis pour catégoriser, voilà, les gens qui travaillent, les domestiques de maison, mais aussi les gens qui font du labeur un peu dur. Et il y avait ce DDD comme ça, et je me disais que ça ferait un chouette titre à un film. Il n'était pas encore écrit, mais c'est parti dès le début comme ça. Et il y avait aussi cette idée très forte, à mon avis, selon moi, de parler aussi du pays dans lequel vivent ces personnages et dans lequel vous aussi vous vivez. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui sera gravé sur la pierre tombale du Liban quand il ne sera plus. C'est un pays qui, aujourd'hui, sale, difficile et dangereux, qu'il n'a pas toujours été, mais qu'il est ainsi que à l'image un peu de la vie des personnages de mon film qui vivent dans cet environnement-là. Comment on filme ce pays? On le filme bien. C'est-à-dire, il suffit de poser sa caméra pour qu'il se passe quelque chose au Liban. Je trouve ça assez en tout cas pour les extérieurs libanais sont assez inimitables. C'est pour ça que moi, j'ai tourné la majeure partie de ce film en Corse, pour des raisons de coproduction, mais je n'ai tourné que les intérieurs. Autant c'est facile d'imiter un intérieur libanais un peu partout, avec un bon chef déco, mais un extérieur libanais avec toute la pollution urbaine, toute la pollution visuelle, les fils électriques, les ordures, les gens, le bordel, les trottoirs un peu cassés, les voitures garées un peu partout. C'est inimitable et c'est quelque chose de très personnel. Donc, quelque part, on filme le Liban uniquement au Liban, dès qu'on sort dans la rue. C'est un peu comme ça qu'on le filme. Je vais quand même lire le synopsis du film. Donc, il y a un personnage principal qui s'appelle Ahmed, qui est un réfugié syrien, espère trouver l'amour en Mehdia, qui est une femme de ménage éthiopienne. Donc, on a deux pays qui cohabitent dans un autre pays, qui est le Liban. Ce couple de réfugiés sentimentaux réussira-t-il à trouver sa voie vers la liberté, alors qu'Ahmed, survivant de la guerre en Syrie, semble rongé par un mal mystérieux qui transforme son corps peu à peu en métal. Dans ce synopsis, il y a 3 films. Il y a 3 histoires, 3 films. Il y a, on va commencer par la fin. Il y a ce film un peu fantastique, un peu surréaliste aussi, qui d'ailleurs se termine sur un des plus beaux plans, je pense, de ces 20 dernières années, extraordinaire, soudain, et qui finalement en dit beaucoup plus que certains articles ou certaines choses qu'on voit à la télévision, et qui est assez soudain la chose est soudaine, on va en parler, je pense. Le deuxième film, c'est cette espèce d'errance sentimentale entre ces deux personnages, et puis ce troisième film, c'est quelque chose peut-être qui ne se voit pas, c'est ce que ont vécu ces deux personnages dans leur pays respectifs, c'est-à-dire donc d'un côté l'Éthiopie avec Mehdia et puis Ahmed avec la Syrie. Commençant par ces deux personnages-là,
Est-ce que quand vous avez commencé à construire l'histoire, il était évident pour vous, pour parler de ce pays qui est le Liban, qui est le vôtre, il était évident d'utiliser des regards extérieurs, des regards étrangers? Oui, quelque part, c'est en regardant comment on traite nos étrangers qu'on se rend compte comment on se traite nous-mêmes et quelle valeur on accorde à nous-mêmes et quelle morale on suit. Et c'est drôle parce que c'est parti aussi de mon regard sur ma rue. C'est-à-dire l'idée de traiter ces deux personnages et ces deux parcours, c'était en me mettant à la terrasse de mon immeuble, comme je me mets souvent. On se met souvent, il y a du soleil au Liban, donc on passe du temps sur les terrasses. Et c'était en 2011-2012, la guerre en Syrie venait de commencer. Et des réfugiés syriens commençaient à débarquer au Liban. Ce n'était pas un et deux, ça était beaucoup. On voyait jour après jour ces jeunes hommes, au fil que les mois passaient, que la guerre durait, que les gens quittaient la Syrie, fuyaient la Syrie pour échapper à l'Armageddon qui se passait là-bas, des jeunes gens qui parcouraient les rues de mon quartier un peu bourgeois, un peu huppé, en chantant ce slogan qui est fer, cuivre, batterie. Et donc, ils n'avaient que leurs mains pour travailler. Ils étaient là, mains nues, et ils parcouraient les rues pour demander aux gens de leur donner les objets en métal dont ils n'auraient pas besoin pour les recycler, pour survivre. Donc, les gens leur donnaient parfois quelque chose, ils le portaient sur leurs épaules, ils continuaient leur chemin tels des éternels Atlas, Sisyphe. Enfin, il y a beaucoup de géants dans la mythologie qui portent des choses. Et donc, je voyais des parcours d'une espèce de machine à porter complètement déshumanisée. Et en me penchant aussi à ma terrasse, ça datait un peu d'avant, depuis que je revis à Beyrouth, parce que j'ai vécu longtemps à Paris, des jeunes employés de maison, des jeunes femmes africaines, frêles, très frêles, hein, qui travaillent souvent chez des gens âgés, et dont une des tâches, à part promener leurs chiens, était de promener leurs employeurs, souvent des messieurs, des dames âgées, pour faire leur promenade, leur tour du quartier. Et j'ai vu aussi, voilà, un deuxième parcours d'Atlas, de Sisyphe, de machines à porter complètement déshumanisées. Donc j'ai vu des parcours parallèles, j'ai vu mon pays à travers ces deux parcours parallèles. Je me dis, il y a quelque chose là-dedans, il y a des marginaux qui sont en train d'errer dans nos rues, il y a quelque part c'est tellement frappant de voir ces deux parcours. Est-ce que je suis le seul à les voir? Est-ce que je suis le seul à me rendre compte que derrière nos immeubles forteresses, il y a presque des mythologies, quoi. Il y a des choses tellement tristes et incroyables à traiter et intéressantes. Et du coup, ça m'a donné envie d'en parler, en tout cas dans l'absolu. Pardonnez-moi de simplifier un petit peu la situation, mais est-ce que quand vous parlez de forteresse, il y a aussi cette idée qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas, soit qui ne sait plus voir, ou soit qui ne veut pas voir le monde évoluer autour d'elle? Est-ce qu'il y a de cela aussi quand vous faites ce film? Vous parlez donc des Libanais qui peut-être n'ont pas envie de voir ce monde-là? Oui, ces Libanais sont dans leurs préoccupations. Et oui, effectivement, ils ne veulent pas voir ces gens-là, ou ne veulent pas voir, en tout cas en ce qui concerne les réfugiés syriens, ne veulent pas voir l'étendue du désastre qui est arrivé à nos portes, parce que le Liban a été le pays qui a accueilli le plus de réfugiés syriens per capita au monde, ce qui a fait engendrer beaucoup de déséquilibres, comme on peut s'y attendre, économiques, sociaux, etc. Et donc, oui, les gens ne voulaient pas vraiment voir ça, et ont voulu traiter ces marginaux, non pas avec une espèce de racisme frontal et malveillant, mais on a fait avec ces gens-là comme on a toujours fait avec les domestiques, par exemple, comme on a toujours traité le domestique, c'est-à-dire une espèce de racisme qui n'est pas conscient. On les ignore inconsciemment parce que les Libanais eux-mêmes ne sont pas sortis de leur traumatisme. Donc on a à nos portes de nouveaux traumatismes, et comme le Liban n'a jamais fait, au sortir de la guerre civile, son travail de mémoire, comme les Allemands, les Sud-Africains auraient pu le faire, c'est un peuple qui est encore traumatisé, qui est dans une espèce d'amnésie collective de la guerre, et le Liban est devenu un espèce de vieil homme sénile,
comme cet Ibrahim, le personnage de mon film, qui est devenu tellement sénile que son travail, en tout cas sa principale occupation, consiste à se repaître de la chair de ces jeunes filles marginales. Donc, quelque part, les Libanais sont tellement encore en souffrance qu'ils n'ont pas ni le temps ni l'envie de regarder, de poser leur regard sur la souffrance des autres. Mais ce qui est assez incroyable, c'est cette deuxième histoire, c'est-à-dire que vous vous prenez le temps, finalement, de raconter aussi une histoire sentimentale ou une errance amoureuse, peu importe, mais en tout cas, vous vous intéressez à ce qu'il peut y avoir entre deux personnages, et qui sont peut-être de nationalités différentes, mais en tout cas qui vivent dans un pays que vous connaissez, qui est le Liban. Donc il y a aussi cette idée que qu'il peut y avoir encore des individualités, qu'il peut encore y avoir des histoires, et que tant qu'il y a des histoires, il y a aussi que ça vit, quoi, ça existe, qu'il y a quelque chose. Oui, et surtout tant qu'il y aura des histoires, mon film existera, parce qu'il fallait faire exister mon film, mais à travers quoi? En montrant un énième tire-larme sur la vie des gens pauvres. Il y en a eu beaucoup, et beaucoup le font mieux que moi. Il fallait que je trouve quelque chose. Il fallait que je trouve quelque chose qui transcende tout ça. Je ne voulais pas parler d'une situation sociale uniquement. Je ne voulais pas parler de la souffrance uniquement. Je voulais évoquer une situation, évoquer un background, et pour parler d'autre chose. Et cette situation socio-économique était tellement dure qu'il fallait lui opposer quelque chose. Opposer quelque chose qui soit aux antipodes de la dureté. Et du coup, s'est imposée l'idée de la tendresse, l'idée d'une histoire d'amour très, très classique, hein, presque. L'amour, c'est classique, deux gens s'aiment. Mais dans cette situation-là, dans cette déshumanisation de ces individus, on est vraiment très loin de s'imaginer que deux êtres aussi déshumanisés puissent s'aimer, sont en mesure de penser à s'aimer. Donc le seul fait qu'ils s'aiment, à mon avis, hein, leur a donné une humanité presque aussi forte, aussi puissante et aussi brutale que l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Comment vous les filmez? Je trouve que les plans je trouve que votre mise en scène il y a une espèce de distance comme ça avec ce que vous filmez, et ça donne c'est comme si on a l'impression que vos plans sont faussement cliniques, faussement froids, mais qu'il y a une espèce de violence discrète à l'intérieur des plans, et j'ai trouvé ça, et je trouve que c'est ce qui fait que le film résonne en chacun de nous, qu'il y a une forme d'espèce de force très forte, enfin, force de puissance, je veux dire, formelle, assez intéressante. Cette violence discrète qui est à l'intérieur, sauf quand on avance progressivement, et puis il y a ce plan assez soudain à la fin. J'aurais bien voulu avoir votre... Moi, je trouvais que pour ajouter un peu à la violence de ce qui se passe avec eux, pour vraiment mettre en exergue que ce qui se passe n'est pas normal, je voulais aussi que ma mise en scène soit dure. Je voulais ajouter à la dureté de ça. Donc, s'éloigner d'eux, c'était effectivement porter un regard un peu d'entomologiste, regarder la violence de cette situation. Et souvent, ce ne sont pas des situations tristes. Souvent, c'est presque, je dis bien presque, des comiques de situation. C'est des situations cruelles, c'est des situations incongrues, c'est des situations absurdes. Deux filles qui pleurent en même temps sans comprendre pourquoi l'une pleure. Une Éthiopienne qui débarque chez des réfugiés syriens, comme ça, en large, presque nue, alors que la scène d'avant, ces mêmes Syriens parlaient de combien ils aimeraient faire l'amour à une Africaine, qu'ils n'avaient pas vu un cul depuis des années. Donc, pour montrer la crudité de ces situations, montrer la nudité de mes personnages face à cette situation, j'ai trouvé que le fait de m'éloigner, de rendre la situation encore plus froide, plus cruelle et plus cynique, ne pouvait que montrer à quel point ces gens-là n'avaient besoin que d'une chose, que quelqu'un leur tende presque un verre d'eau, que quelqu'un les prenne dans leurs bras. Cet éloignement, c'était aussi une soif de s'approcher d'eux, de leur tendre la main en tant que personnage et en tant que être déshumanisé. En leur tendant la main, en s'approchant d'eux dans certains plans, par contraste, on sentait vraiment qu'on leur tendait la main. Et le fait qu'ensuite vous les emmenez et vos personnages, donc le film, vers quelque chose de beaucoup plus surréaliste, ça vous permet, alors là, pour le coup, de faire ce que vous voulez, de tenter des choses complètement expérimentées. Enfin, je veux dire. Complètement. C'est tellement posé, c'est tellement terre à terre, c'est tellement cynique, cruel et frontal et brutal qu'à un moment, quand on part avec eux, ça y est, on comprend qu'il n'y a plus ce côté documentaire. Ce que j'ai voulu, c'est que
le spectateur, peu à peu, accepte qu'on l'emmène là où on veut. Donc au début, on se demande où est-ce que ça va. Ça joue sur plusieurs tons, mais à un moment, quand c'est vraiment assumé, ça l'est complètement. Il fallait que le film aille quelque part. Il fallait que le film monte quelque part, s'élève quelque part, pour ne pas demeurer un film documentaire. Et c'est ce que j'ai vraiment voulu éviter, que ce soit un énième documentaire. Le plan final du film est assez incroyable. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez pourquoi je trouve que ce plan-là est fort, brutal, mais aussi très comique. Et je pense que c'était voulu. Pendant la période noire des années 90 en Algérie, il y avait un journaliste, pardonnez-moi cette digression, mais vous allez vraiment comprendre ce que le film, moi, à quoi m'a fait penser. Et pendant les années 90, un journaliste donc va dans ce qu'on appelle un dépôt d'alcool pour acheter de l'alcool. Les années 90, la guerre civile, l'Algérie, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, mais il arrive quand même à trouver un endroit et il s'achète, je sais pas, des bières, peu importe. Et donc, il achète beaucoup de bière. Il met tout ça dans un grand sac noir. Et comme il y a beaucoup de bière, il s'est pas rendu compte que le sac, à un moment, va lâcher. Mais il continue de marcher jusqu'à chez lui. Il marche. Et d'un seul coup, le sac se déchire. Et il est en plein centre-ville d'Alger. Et donc, les bières tombent. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il continue de marcher. Comme s'il ne s'est rien passé. Et je trouve, parce que si c'était arrêté, ce serait fini pour lui. Mais comme il continue de marcher, et je trouve que c'est exactement ce que j'ai ressenti avec le plan final de votre film. C'est-à-dire que c'est assez brutal, et c'est très drôle en même temps. La preuve, ça vous fait rire. Mais quand on regarde, ça veut dire beaucoup de choses aussi, qui sont pas forcément joyeuses. Mais c'est drôle. Ça veut dire plein de choses complètement antagonistes, surtout. Ouais. Sans vouloir spoiler la fin, mais on va dire que les protagonistes arrivent à leur fin de leur parcours désiré, en y perdant beaucoup. C'est ça. Mais comment on le perd? C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et, pour moi, on est entre Chaplin et le gendarme, les extraterrestres. Si vous avez... qui sont deux choses complètement antagonistes, mais le gendarme et l'extraterrestre, cette scène-là est complètement comique. Tout le monde, enfin, ceux qui l'ont vu la reconnaîtront tout de suite. En même temps, c'est du Chaplin. C'est quelque chose une espèce d'envolée très lyrique, très, très sentimentale en même temps. Comment vous avez travaillé avec parce que je trouve que vous avez une manière de regarder votre on va dire la comédienne et le comédien plutôt. Parfois même j'ai l'impression que vous faites du cinéma parce que vous avez envie de regarder des acteurs et des actrices, et je trouve ça alors que vous les installez aussi dans des comment je pourrais dire ça, dans une configuration de mise en scène qui est assez particulière et atypique, ce qui donne encore plus de possibilités aux comédiens et aux comédiennes de se lâcher, donc de s'exprimer. J'aurais voulu savoir avec ce film-là, est-ce qu'il y avait des moments d'improvisation de votre part, ou alors est-ce qu'il y avait aussi des propositions de leur part? Comment ça s'est passé, la direction? J'aime bien les regarder au début, quand je les choisis, de voir ce qu'ils ont en eux d'inné, de l'inconscient, de quelque chose que les autres n'ont pas. Et ces deux-là, Clara et Ziad avaient un regard dans les yeux, ils avaient quelque chose d'immensément triste qui se dégageait, alors que ce ne sont pas forcément des dépressifs, mais ils avaient ce je ne sais quoi qui était assez semblable dans le regard. Ils avaient des yeux doux, et des yeux doux qu'on retrouve au Liban, ils avaient des yeux doux de Libanais. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a touché, c'est pour ça que je les ai pris, à cause de ce qu'ils avaient dans leurs yeux. Et puis ensuite, ce n'est pas les acteurs que j'aime regarder, j'aime regarder du coup les acteurs dans des situations. Je les balance dans des situations complètement dingues et je les regarde. et je les place et je leur fais se mouvoir à l'intérieur de ces tableaux. Je leur donne une place ou je ne leur donne pas de place. D'ailleurs, Mehdiya, dans le film, n'a pas sa place, c'est une marginale. Et elle n'a même pas sa place parfois dans le cadre. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle est dans le cadre, on l'appelle, Mehdiya, elle doit sortir. Elle revient, on l'appelle, elle doit sortir. Donc je la fais sortir aussi et je m'amuse avec ça. On est un peu comme Tom and Jerry, avec Jerry sous la cloche et puis Tom qui s'amuse, comme ça. Donc j'aime beaucoup les regarder dans les situations, et par contre je fais très très peu de place à l'improvisation.
D'abord parce que je pense que déjà, c'est pas très causant, mes films. Alors, si en plus on va se mettre à improviser, on va nulle part. Il y a quelques phrases, ça va jamais très loin. Et surtout, je pense beaucoup à la musique des phrases qu'ils prononcent, c'est-à-dire que chaque phrase que mes acteurs disent, on apprend à la dire ensemble. C'est-à-dire, je leur dis, dis-la plus lentement, dis-la moins lentement, dis-la plus haut, dis-la moins haut, plus posée. En général, je mime la fin, enfin, je la parle. Je leur dis, fais comme moi. Et souvent, c'est ça, fait comme moi, je joue la scène, je ne suis pas acteur, mais je sais à quoi je veux que ça ressemble. Et du coup, je fais le mouvement. Souvent, je contrôle aussi la vitesse du mouvement, plus lent, plus rapide. Alors qu'en général, les metteurs en scène, les réalisateurs parlent de psychologie, de pourquoi. Moi, je parle surtout de comment. Fais cette action et dis ces paroles de cette façon-là, avec cette musique-là, et ça suffit. Et on ajuste comme ça. Après, ils me disent pourquoi, comment. On dit, tu vas le comprendre. Tu vas finir par le comprendre. C'est un peu comme on apprendrait une matière, la manière chinoise d'apprendre. Le maître, loin de moi, la pensée. Le maître ne dit rien, il suffit de l'imiter. Ensuite, on va trouver la voie tout seul. Et ils finissent par trouver. Et l'autre côté de pourquoi je ne fais pas d'improvisation, c'est notre modèle économique. Mes films se font à très petit budget. Très petit budget implique au moment du tournage très peu de prises, parce qu'on a très peu de jours de tournage. Et on ne peut pas se permettre d'avoir 10 prises par plan. Ce serait impossible. Souvent, on s'arrête à 1 ou 2 prises par plan, c'est ce que le budget le permet. Ensuite, le directeur de prod commence à regarder sa montre et à froncer des sourcils. Plan suivant, les amis, il faut y aller. Et du coup, pour pallier à ça, pour pouvoir faire une ou 2 bonnes prises par plan, il faut répéter. Il faut répéter à l'avance, il faut répéter jusqu'à ce que ce soit parfait à la répétition pour venir ensuite devant la caméra faire le moins de prises possible. Et du coup, on n'improvise pas, on répète à l'infini jusqu'à que tout soit acquis, les mouvements, la vitesse, la précision. Et c'est comme ça que j'arrive à faire mes films. Beaucoup de réalisateurs, je pense, n'arriveraient pas à avoir cette contrainte de très peu de temps de tournage et de très peu de prises. Et j'ai trouvé ma solution, celle qui me va à moi, je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un, de répéter, de laisser très très peu de place à l'improvisation. D'ailleurs, même toute l'équipe, le chef-op bien sûr, mais toute l'équipe sait à peu près ce qui va se passer dans chaque plan. À l'avance, on fait des gros documents comme ça, avec même des photos. Enfin, moi, j'appelle ça un peu, ça ressemble au menu dans les restaurants asiatiques. Le plat, la composition du plat et la photo du plat, comme ça, chaque personne sait ce qu'il doit faire au moment de cette scène. Dirty, Difficult, Dangerous. Le film sera projeté le 24 novembre à 20h30. À partir de 20h30, ça sera au cinéma Le Trianon et c'est donc dans le cadre de la 11e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Donc, c'est le 24 novembre, c'est à 20h30 et le film est réalisé par Wissam Sharaf qui était là pour nous en parler. Merci à vous. En tout cas, c'était un plaisir. Une dernière petite question. Le film a été montré au Liban ? Pas encore. Je serais très curieux de voir la réaction. Ouais, c'est vrai. Parce que ça parle des failles d'une société quand même. Donc, on va voir comment ils vont prendre ça. Bon, en tout cas, longue vie à ce film. Merci à vous. C'était un plaisir, en tout cas. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3